Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je veux vous parler du coût caché de la course à l'intelligence artificielle. Premièrement, je vais aborder le fait que l'IA, ça risque de faire monter le prix de l'électronique dans les prochains mois. Et quand je parle de prix de l'électronique, c'est les ordinateurs, les tablettes, les portables, tout ça. Et deuxièmement, je vais vous expliquer pourquoi les 7 magnifiques sous-performent l'indice S&P 500 depuis le début de l'année 2026. Donc, je vais vous expliquer tout ça et vous donner mon opinion là-dessus. Donc, tout d'abord, on entend constamment que l'IA va transformer l'économie, augmenter la productivité et enrichir les entreprises qui vont réussir à bien l'intégrer. Et à long terme, je pense que c'est vrai. Par contre, le marché commence à réaliser que l'intelligence artificielle, ça coûte extrêmement cher. Elle coûte cher aux entreprises qui doivent acheter des puces, de la mémoire, du stockage, même de l'énergie, que ce soit de l'électricité ou du gaz naturel. Et maintenant, la course à l'IA va également augmenter les prix pour les consommateurs. Et le meilleur exemple en ce moment, c'est Apple. Apple qui vient d'annoncer une hausse de prix sur plusieurs modèles de MacBook et d'iPad. Par exemple, le MacBook Air, il va passer de 1100$ à 1300$. Il y a aussi le prix de différents modèles de MacBook Pro et d'iPad qui vont monter. Et Apple explique cette décision-là par la hausse rapide du coût des composantes pour la mémoire et le stockage. À mon avis, c'est un signal important parce que normalement, la technologie a tendance à devenir moins chère avec le temps. Si vous regardez les télévisions, les ordinateurs portables ou les tablettes, à spécification égale, les prix ils diminuent avec le temps. Les nouveaux modèles, oui, ils peuvent coûter plus cher parce que soit sont plus puissants, sont plus minces, sont plus avancés, mais pour un niveau de performance équivalent, la tendance normale, c'est la baisse des prix. En 2026, on commence à voir l'inverse, c'est-à-dire qu'on assiste à une forme d'inflation technologique qui est causée directement par les dépenses massives dans l'intelligence artificielle. En fait, les géants technologiques achètent des quantités énormes de puces, de microprocesseurs, de RAM, de mémoire flash, tout ça pour leur centre de données. Ils ont besoin de ces composantes-là pour faire fonctionner leur modèle d'IA et pour répondre à une demande qui explose, ce qui fait en sorte que nécessairement l'offre disponible pour tous les autres appareils électroniques, ça devient plus limité. Et à cause de cette pénurie de composantes-là, je m'attends à voir une augmentation considérable des prix des appareils électroniques au cours des prochains mois. D'ailleurs, on le voit déjà avec les PC de gamers et les consoles de jeux vidéo. Il y a Microsoft, Nintendo et Sony qui doivent s'ajuster à cause des coûts de composantes qui sont plus élevés. Et maintenant, avec Apple, ça commence à toucher les ordinateurs portables et les tablettes. Donc, on est loin du gaming. Là, c'est vraiment des trucs grand public. Et comme je vous dis, ça, c'est anormal parce que habituellement, le consommateur, il bénéficie de l'innovation technologique. C'est-à-dire qu'avec le temps, l'électronique devrait coûter moins cher à performance égale. Mais là, avec l'innovation en intelligence artificielle, ça crée une demande tellement forte pour certaines composantes que, à ce moment-là, le consommateur pourrait payer plus cher pour ses appareils électroniques. Donc, c'est quelque chose à surveiller pour les prochains mois. Et c'est ce qui m'amène à vous parler des Mag 7 qui sous-performent l'indice S&P 500. Et depuis environ 3 ans, on fait juste parler des 7 magnifiques qui sont Apple, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta et Tesla. Ces entreprises-là ont dominé le marché. Elles sont devenues littéralement le symbole de la croissance et de la technologie aux États-Unis. Par contre, en 2026, quelque chose d'important est en train de se produire parce que depuis le début de l'année, collectivement, les 7 magnifiques qui affichent un rendement de moins 5%, tandis que le S&P 500, lui, est en hausse de 8%. Autrement dit, le marché américain, il monte, mais les Mag 7, ils nuisent au lieu d'aider. Et règle générale, c'est le contraire, c'est-à-dire que les plus grosses capitalisations boursières, c'est eux qui tirent l'indice vers le haut, mais là, ils agissent davantage comme un poids. Parce que si on regarde l'indice S&P 500 Equal Weight, c'est-à-dire que dans cet indice-là, les 500 entreprises ils ont la même pondération, dans ce cas-là, le rendement, il serait de 14%, encore une fois, depuis le début de l'année 2026.
Et je veux vous expliquer un peu la sous-performance des 7 magnifiques. En fait, je vais principalement vous parler des hyperscalers. Quand je parle des hyperscalers, je parle de Microsoft, Amazon, Google et Meta, parce qu'en fait, c'est eux qui investissent des montants gigantesques dans l'IA. Les hyperscalers, ils construisent des centres de données, ils achètent des microprocesseurs, ils achètent des composantes, ils signent des contrats d'énergie. Tout ça, bien, ça demande des dépenses en capital énormes, ce qu'on appelle du CAPEX. Et il y a 2 problèmes par rapport à ça. De 1, le retour sur investissement, il n'est pas visible immédiatement. Et de 2, le free cash flow de ces entreprises-là, il est en train de se dilapider en CAPEX et les prévisions de dépenses en capital sont tout aussi importantes l'année prochaine en 2027. L'enjeu avec ça, c'est qu'une entreprise peut bien décider d'investir des dizaines de milliards dans l'intelligence artificielle. Elle peut décider de construire le plus grand centre de données au monde, mais à un moment donné, le marché, il veut voir des profits additionnels et pour le moment, du côté des hyperscalers, les investisseurs, ils voient juste des dépenses astronomiques et une chute du free cash flow. Ce sont ces craintes-là qui viennent justement faire en sorte que les hyperscalers se retrouvent à des multiples beaucoup plus bas. C'est toute la question de la crainte vis-à-vis le retour sur investissement, la diminution des flux de trésorerie. Donc ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les hyperscalers sont devenus plus abordable pour les investisseurs. Si on regarde Microsoft, Amazon, Google et Meta, ça reste des entreprises dominantes avec des positions concurrentielles très fortes, mais à court terme, le marché pourrait les pénaliser parce que justement, ils sont dans une phase de dépenses très intensive. Par contre, pour un investisseur à long terme, c'est justement le genre de période qui peut créer des points d'entrée intéressants. Encore une fois, c'est si vous avez un horizon de placement à long terme, c'est-à-dire de 5, 10, 15, 20 ans, parce que comme je vous dis, pour le moment, ces entreprises-là, elles dépensent énormément et il n'y a pas de retour sur investissement. Et pendant que les hyperscalers dépensent des sommes gigantesques, logiquement, il y a d'autres entreprises qui les encaissent. Et un des meilleurs exemples en ce moment, c'est Micron. Micron qui est surtout reconnu pour sa mémoire DRAM et pour sa technologie HBM qui est devenue indispensable aux processeurs d'IA. Et la semaine passée, c'était la publication de ses résultats financiers et on a pu voir que Micron a généré 41 milliards de revenus et un bénéfice de plus de 25 $ par action. Et pour le prochain trimestre, Micron qui prévoit des revenus autour de 50 milliards, ce qui est bien au-dessus du consensus des analystes qui se situait autour de 43,2 milliards. Mais l'annonce la plus marquante à mon avis, c'est la signature de 16 ententes sur plusieurs années qui représentent environ 22 milliards de dollars en engagements initiaux. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a plusieurs grands clients qui ont déjà réservé une partie importante de leur approvisionnement futur afin de sécuriser leurs besoins en puces mémoire. Et quand des clients ils signent des ententes pluriannuelles pour garantir leur accès à de la mémoire, ça veut dire qu'ils prennent la pénurie au sérieux, dans le sens qu'ils ne veulent pas se retrouver sans approvisionnement, ils préfèrent verrouiller leurs besoins à l'avance, même si ça implique probablement de payer plus cher. Et avec tout ça, Micron est rendu aujourd'hui la 10e plus grande compagnie aux États-Unis. Pour vous donner une idée de leurs chiffres, dites-vous que les revenus de Micron ils ont plus que quadruplé en un an et leur marge bénéficiaire brute est passée de 38% à 84%. Par contre, je tiens à préciser quelque chose d'important, l'augmentation des bénéfices de Micron, ça ne découle pas seulement d'une forte augmentation du volume. En fait, ça découle surtout d'une augmentation de leur prix de vente. Et je le répète, ce qui permet à Micron de monter leur prix de même, c'est le déséquilibre actuel entre l'offre et la demande. La demande est énorme et encore une fois, l'offre est limitée du fait que c'est des produits spécialisés. Et c'est sûr que dans ce contexte-là, les fournisseurs de
de composantes, ils ont un pouvoir de prix qui est exceptionnel, c'est du jamais vu. Par contre, à mon avis, Micron et les autres ne pourront pas continuer d'augmenter leur prix et maintenir leur marge aussi élevée indéfiniment. À un moment donné, soit la demande va finir par ralentir, soit l'offre va finir par augmenter d'une manière ou d'une autre. Et c'est toujours comme ça dans les secteurs cycliques. Quand il y a autant d'argent à faire, les autres producteurs, ils veulent aussi en profiter. Donc à ce moment-là, les concurrents y investissent, la capacité de production finit par augmenter et éventuellement, le déséquilibre entre l'offre et la demande devient moins favorable. D'ailleurs, si on revient sur le sujet de la mémoire, il y a Samsung qui prépare un immense plan d'investissement en Corée du Sud. C'est évalué autour de 650 milliards sur 10 ans. Donc, il faut faire attention parce que le marché il regarde les marges actuelles de Micron et il extrapole parfois trop loin dans le futur en se disant que ça va continuer comme ça. Mais dans une industrie cyclique comme ça, les marges aussi spectaculaires que ça, ils apparaissent souvent au meilleur moment du cycle. Et l'autre risque à surveiller, c'est que les entreprises qui développent des modèles d'IA, ils pourraient trouver des façons d'utiliser les composantes de façon plus efficace. Ils pourraient avoir besoin de moins de mémoire, de moins de puissance de calcul ou de moins d'infrastructure pour atteindre les mêmes résultats. On a déjà vu un exemple de ce risque-là avec le modèle DeepSeek en 2025. DeepSeek est le modèle d'IA chinois qui a démontré qu'il était possible de développer un modèle tout aussi performant, mais avec beaucoup moins de ressources que le marché avait pensé. Et à ce moment-là, les investisseurs y avaient remis en question une partie de la thèse selon laquelle la demande pour les microprocesseurs allait monter en ligne droite pendant des années. Et personnellement, j'investis pas dans des entreprises comme Micron, même si, encore une fois, les résultats financiers sont incroyables. La hausse est justifiée par les earnings, mais ça reste une entreprise cyclique et actuellement, on est probablement dans le meilleur cycle de son existence. Et ça veut pas dire que Micron est une mauvaise entreprise pour autant, et ça veut pas dire non plus que l'action ne va pas continuer à monter. C'est juste que ce type d'entreprise-là ne correspond pas à mes critères d'investissement pour le long terme. Et c'est le même principe pour toutes les compagnies qui font partie du goulot d'étranglement actuel en lien avec l'approvisionnement des composantes pour l'IA, que ce soit de la mémoire, du stockage ou des serveurs. Ça ne m'intéresse pas, à l'exception d'Intel et d'AMD, dont j'étais actionnaire bien avant que le prix de leur action commence à monter en flèche. Et tout ça pour dire que d'ici la publication des prochains résultats financiers trimestriels des 7 magnifiques, ça va être au mois de juillet, on va continuer de voir des journées très volatiles, à la hausse comme à la baisse. On s'entend, c'est rendu quasiment normal de voir des actions monter de 15% une journée, puis le lendemain, ils se mettent à planter de 10%. Remarquez aussi la relation inverse entre les actions des semi-conducteurs et le secteur des logiciels. C'est-à-dire que quand les actions de semi-conducteurs sont dans le rouge, les actions des compagnies de SaaS, eux autres, sont dans le positif et inversement. Et c'est logique, les investisseurs sont très incertains par rapport au narratif sur l'IA. On se demande c'est quoi le vrai potentiel, c'est quoi les perspectives, ça va prendre combien de temps à se rendre là, combien ça va coûter. Et tous ces questionnements-là, ça se reflète sur le marché. Et c'est facile de parler de bulles en voyant l'explosion de Micron, SanDisk et compagnie, mais ça ne veut pas dire qu'on a déjà atteint le sommet et surtout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité ailleurs sur le marché. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une évaluation de 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.